That one right there. I haven't seen that. That was on you? This one? Yes. Yes, it Number was. 14. Well, of course it's Dave, not just all. Paranoia. Yes. Why? Why? Because they're hiding? They're hiding for something. Oh, what's coming? Or something like that. It's a fear. Yes, no question. Today, the president. Walk to Annette's house and then, come back.
soir ici, mais qu'ensuite tu vas à Atlanta, à Miami, choses comme ça. Donc il tourne un petit peu pour parler de cette Coupe du Monde de football et des conséquences qu'elle a eues sur la France dans les dernières semaines et dans les derniers mois. Jean-Noël est écrivain, il a publié de nombreux livres pour les vieux, on peut dire, Esperluette et compagnie. Et puis il a écrit aussi Chien de gouttière, et puis il a écrit également pour les jeunes, et notamment un livre qui était très remarqué, qui s'appelle Fil de fer la vie, dans la collection Page Blanche chez Gallimard, qui a obtenu le totem du meilleur livre à Montreuil, si mes souvenirs sont bons, et dont la couverture a été faite par Yann Nassim-Beni, ici présent, et qui a exposé ici l'année dernière, et qui lui vit à Davis. Donc Jean-Noël a toutes les bonnes raisons d'être ici. Une très très belle couverture. On voit super Bonnie. Dans le but de gagner sa vie, Jean-Noël est sociologue et il est professeur de sociologie à l'école d'architecture de Saint-Étienne. Il a fait sa thèse, je crois, sur la ville dans le roman policier. Si mes souvenirs sont bons. C'était quoi? Pollardville, non? Donc ça, c'est après. C'est après ça. Bon, d'accord. Alors donc c'était sur le roman policier, la ville, tout ça. C'était pas sa thèse, mais c'était ça. Et puis là, actuellement, donc, tu enseignes la sociologie et tu as été dans les années chaudes de 1974-16, quelque chose comme ça. C'était ça, 74 et 76, 75, 76, 70. Sociologue de l'association sportive de Saint-Étienne et chargé donc de l'observation sociologique du public et des équipes des Verts. Donc c'est un fanatique de football. Ce qui fait que hier matin, nous avons été au football, voilà, soccer bien sûr, dans le parc pour admirer le numéro 9 de l'équipe des Vikings de San Francisco. Voilà. Donc Jean-Noël, à toi. Merci. Ça marche comment? Tu bavardes, après on parle. 45 minutes à peu près. Voilà, et tu bavardes, et après on parle. Peut-être on aura des questions à poser sur ton travail d'écrivain aussi, à côté du football, parce que c'est pas... Oui, mais je vais essayer de parler du foot de façon un petit peu plus précise. Et pour préciser juste quelques petits points avant, pour un petit peu savoir pourquoi j'essaye de parler du football, il faut aussi savoir que j'avais fait une maîtrise de sociologie sur le football. Et à l'époque, ça ne se faisait pas, parce que c'est il y a très très longtemps. Et c'est pas pour l'anecdote, mais je crois que c'est relativement important, on y reviendra juste à la fin. Le professeur que j'avais à l'époque, qui était un personnage considérable, avait accepté que je prenne ce sujet de maîtrise sociologie du football au moment où je travaillais en division commerciale de l'association sportive des syndicats. Et il m'avait dit, oui, mais à mon avis, vous ne devriez pas continuer à faire une thèse là-dessus. Parce que vous savez, quand vous postulerez pour un poste en faculté, on dira, oui, blanc, l'homme qui s'occupe du football. Alors j'avais abandonné ces études-là, et ensuite j'ai étudié autre chose. Mais c'est relativement intéressant de savoir quelle est l'attitude moyenne des intellectuels par rapport au foot. Et puis, du point de vue des bouquins, j'ai aussi fait un roman dont le sujet est un match de foot vécu de l'intérieur. Donc, pour toutes ces raisons, qui est vachement. Mais pour toutes ces raisons, plus un tout petit chez Gallimard, qui est sur le métier de football, il y a peut-être des choses à dire sur le football. D'autant plus que, même si la sociologie a relativement peu étudié la question pendant pas mal de temps, elle s'y est mise récemment. Et pour cette Coupe du Monde, c'est d'autant plus intéressant qu'il s'est passé des choses extraordinaires en France. Et des surprises, presque un mystère, qu'il est intéressant de chercher à expliquer. Et je chercherai d'abord à montrer pourquoi il y a eu quelque chose d'étonnant, comment ça s'est passé, et ensuite j'esquisserai quelques réponses qui ont souvent été données dans les journaux du point de vue sociologique, et puis je crois que ça ne suffit pas du point de vue sociologique, il faut aussi aller voir autre chose. Et pour terminer, ça serait intéressant de regarder où ça peut aller maintenant. Alors, sur le premier point, sur cette surprise, je crois qu'on sait tous que cette Coupe du Monde en France avait été assez mal préparée. On s'attendait au pire. Les organisateurs étaient extrêmement inquiets quelques mois encore avant que se déroule cette Coupe du Monde en France, parce qu'ils pensaient qu'il n'y aurait pas de public, il n'y avait aucun enthousiasme palpable. Et il y avait une sorte de mollesse, en quelque sorte, des gens, premièrement, je sais d'aller vite. Il y avait en plus
une espèce d'hostilité, même des amoureux du football. Et j'en prends un exemple, Georges Haldas, un écrivain suisse qui a fait un livre absolument extraordinaire sur la légende du football, avait donné une interview un mois avant le début de la Coupe du Monde et en disant « Je suis très triste parce que le football n'est plus ce qu'il était. Maintenant, il y a tellement d'enjeux, il y a tellement d'argent sur le terrain qu'on ne joue plus au ballon. Et regardez les dernières Coupes d'Europe qui viennent de se passer, c'est triste. » Donc les amoureux du foot avaient l'air de ne pas s'y intéresser, les organisateurs s'inquiétaient, les responsables politiques et policiers s'inquiétaient des possibilités de violence avec les hooligans et toutes les bagarres qu'ils redoutaient. L'équipe de France elle-même ne séduisait pas. Elle avait un jeu assez triste, assez maussade, un jeu sans enthousiasme, sans beauté, laborieux. Donc peut-être que dans le monde, pas mal de gens prévoyaient un bon parcours de l'équipe de France. En France, peu de gens le prévoyaient. Et il y avait une hostilité assez générale des intellectuels au foot. Ça, c'est assez caractéristique. J'ai eu la curiosité, par exemple, de reprendre les numéros de Télérama, journal intellectuel, et de regarder les courriers des lecteurs avant la Coupe du Monde. C'était des pleurs et des grincements de dents, en disant « Nous allons souffrir pendant un mois, mais je ne suis pas idiot, je vais faire autre chose, j'échapperai au football. » Et ils n'étaient pas les seuls, puisqu'on avait un tas d'autres événements dans le même genre. On avait des bistrots qui avaient fait faire des affiches garanties sans foot. On avait des spectacles, plusieurs se sont montés sur le même titre, on s'en fout. L'astuce n'est pas très très bonne, mais enfin ils étaient assez contents. Et on avait, je crois que c'est révélateur, un numéro de fluide glacial, qui est un petit peu comme un descendant de MAD, qui avait été consacré entièrement à l'anti-foot. Et enfin, dernier point, parce que là il y aura un gros changement, on a énormément plaint les femmes avant le début de la Coupe du Monde. Et il n'y avait pas un journal télévisé, pas un journal féminin, pas un journal masculin qui ne plaignait pas les femmes. En disant vous allez souffrir pendant un mois, mais nous avons pensé à vous. Nous organisons des spectacles avec les Chip and Dale, des beaux hommes nus qui vont vous consoler. Il y a beaucoup de restaurants qui prévoyaient 3 places, 3 femmes qui viendraient manger auraient un 4e repas gratuit. Pas pour les 3, mais pour une 4e femme, j'espère. On avait aussi un tas de... Par exemple, juste un point, TF1 était prêt à baisser de 35% le prix des spots publicitaires pour les produits féminins au moment de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que tout le monde s'inquiétait de ça, et c'était vrai sociologiquement et économiquement. Savoir par exemple que, j'insiste un peu parce que ça va être un grand changement pendant la Coupe du Monde, il y a 2 millions de licenciés masculins en France, qui peuvent jouer au football, qui sont licenciés à la Fédération française de football, contre 25 000 femmes. Sur les spectateurs au stade, on compte en moyenne 10% de femmes. C'est une moyenne généreuse. Pour la télévision, les rencontres de Coupe d'Europe sont suivies à 70% par les hommes, à 30% par les femmes, pour les finales, etc. Je passe sur l'ensemble des chiffres, mais évidemment, les femmes sont un petit peu en dehors de ce sport, globalement, qui est un sport très viril. Entendez bien sur viril. Viril ne veut pas dire dans le football, dans le soccer, ne veut pas dire violence, brutalité, contact, on rentre dedans. Au contraire, c'est un sport d'évitement, qui porte encore son origine, qui était une origine très aristocratique. Le football a été créé en Angleterre, dans les grands collèges anglais. C'est un travail de discipline du corps, un travail où on évite précisément l'adversaire, mais à partir du moment où ce sport a été repris de façon populaire, notamment en Angleterre et ensuite dans le monde entier, il a porté les valeurs populaires et ouvrières, qui tournent beaucoup autour de la virilité. Donc symboliquement, c'est un des sports les plus virils. Et pour n'en prendre que quelques arguments, il faut entendre ce qui se dit, les mots ne sont jamais innocents. Il y a une formule qui est très fréquente qui dit « c'est pas un sport de fillettes ». Ça veut à peu près tout dire. Quand on écoute aussi les insultes, toutes les insultes contre les adversaires ou contre l'arbitre sont des insultes qui mettent en doute la virilité des gens. Donc c'est un sport qui symboliquement est très viril. C'est un sport qui écarte
les femmes. Voilà la situation avant la Coupe du Monde. À la fin de la Coupe du Monde, c'est un paysage qui a complètement changé. Pour le premier match de l'équipe de France à la télévision, il y avait 10 millions de téléspectateurs. Événement, on regarde. Pour la demi-finale, on estime entre 30 et 35 millions de téléspectateurs, ce qui fait une proportion énorme de la population. Mais ce qui a été plus frappant, c'est l'enthousiasme public et collectif après les matchs. Après la demi-finale, on estime qu'il y avait à peu près 300 000 personnes dans les rues de Paris. Après la finale, on estime qu'il y avait 1 million de personnes, c'est quand même fou, dans les rues de Paris. Tout cela sans organisation, sans que ça soit prévu. C'était en gros prévu, la préfecture de police est capable de prévoir ça, mais elle était complètement débordée. Jamais on n'avait vu tant de monde dans la rue. Et en plus, ces gens dans la rue ont eu un comportement qui est très très étonnant. Et c'est pas seulement à Paris, même à Aix-en-Provence. On a même vu des jeunes filles américaines sauter dans la fontaine du cours Mirabeau à Aix-en-Provence en hurlant en pleine nuit. Et elles en sont sorties vivantes, elles ont marqué un but hier, c'était extraordinaire. Et ça s'est produit jusque dans le tout petit village. Et ces manifestations-là de foule spontanée ont été assez extraordinaires, au moins à 4 points de vue. Il n'y a eu strictement aucune violence. Ces soirs-là, il n'y a eu aucune violence. 2 accidents. Je passe sur les accidents, les chevilles foulées, les bêtises comme ça. Il y a eu 2 accidents, donc un assez grave à Paris, mais c'est tout. Donc ça a été une manifestation très bon enfant, on va se dire. Il y avait énormément de femmes et de jeunes filles dans la rue pour des résultats de football. Entre parenthèses, on pense que pour le spectacle de télévision, parmi le public de télévision, la demi-finale comportait 45% de téléspectatrices. Donc ça a été massif. Troisièmement, c'est quand même produit quelque chose. Quand autant de gens sortent pour manifester leur joie, c'est aussi autre chose. C'est qu'ils veulent se voir et se faire voir. Il y a une espèce d'insistance sur la visibilité des choses qui est assez curieuse. Comme s'il y avait un événement, mais plus que ça, comme s'il y avait à montrer plus qu'à démontrer. Ça, c'est un élément sur lequel il faut s'interroger, qui va avec le fait qu'un des slogans ou un des cris les plus souvent répétés a été le slogan « tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble ». Et il y a quelque chose d'étonnant, enfin, le 4e événement un peu bizarre pour la France, c'est qu'on a vu sortir des drapeaux tricolores, qui ne sortaient que pour les manifestations politiques. On les a vus, et pas seulement des drapeaux officiels. Une simple anecdote, au moment de la finale, que j'ai regardé comme tout le monde à la télévision, j'ai fait comme à peu près tout le monde, quand il y a eu le premier but marqué, j'ai ouvert la fenêtre pour voir comment la ville réagissait, et j'ai entendu un rugissement énorme, et j'ai vu pas loin un gamin un gamin de 10 ans qui a eu le même réflexe que moi, et j'ai vu qu'il était à sa fenêtre et qu'il criait pour appeler les gens, et sur sa fenêtre, il avait installé 3 t-shirts, un bleu, un blanc, un rouge. Voilà, avec les moyens du bord, il y avait ce phénomène. Donc ce qui est intéressant à essayer d'expliquer, c'est pourquoi on est passé d'un non-intérêt à une passion, et pourquoi cette passion a eu cette forme-là. Elle aurait pu prendre d'autres formes. Alors les réponses ont été des réponses qui ont commencé à être données, qui ont des réponses de type culturel, comme on dit en anthropologie culturelle. Et ces réponses-là, il y en a en gros 3. Il y en a une troisième qui me paraît avoir été assez peu soulignée, qui me paraît extrêmement intéressante. Mais on va d'abord les regarder en vitesse. La première, elle a été très très vite donnée tout de suite, parce qu'elle était frappante. C'est que toute cette foule qui est sortie dans la rue avec un drapeau en criant « Nous sommes les meilleurs, nous sommes tous ensemble » était une foule bigarrée. Et qui était une foule pluriculturelle, à l'image de cette équipe de France. C'est-à-dire qu'on a vu des gens qui étaient dans les banlieues, qui étaient tenus à l'écart de beaucoup d'événements culturels, politiques, symboliques et autres. Comme c'était la lie un peu de la population, ou au moins des villes, qui tout d'un coup s'est retrouvée coude à coude et chantant avec des gens qui étaient français depuis plusieurs générations et mélangeant les couleurs, les origines dans un
comme disent les sociologues, dans un nous, dans une communauté. À l'image d'une équipe de France où on a un Kabyle, où on a un Argentin, où on a un Basque, un Breton, des gens qui viennent de Guadeloupe, des gens qui sont nés dans des banlieues, d'autres dans des beaux quartiers, avec un mélange. Et c'est plus intéressant que ça, simplement c'est plus que le mélange, on a vraiment une impression d'un soulagement. C'est-à-dire comme si tout d'un coup une très large partie de la population, lassée depuis des années d'une insistance politique de partis extrêmes ou de partis moins extrêmes, mais essayant de tirer parti politiquement de certaines craintes, comme si une grande partie, j'essaie d'éviter de répéter pas, un grand morceau de la population, tout d'un coup disait, eh ben oui, voilà, c'est comme ça, et après tout, ben, on a des ancêtres polonais, italiens, maintenant c'est des ancêtres qui viennent de l'Afrique du Nord, il y en a qui viennent d'ailleurs, eh ben oui, ben on est ensemble, et c'est une espèce de manifestation spontanée du droit du sol. Et alors que le parti d'extrême droite, qui est quand même un des plus forts du monde, hélas, le parti du Front National, jusqu'à présent parlait toujours après chaque événement, on a eu un silence, mais vraiment retentissant du Front National pendant quelques mois. Il va reparler, il n'y a pas de problème. Mais il y a eu réellement un premier phénomène étonnant. Le deuxième phénomène étonnant, c'est que ce n'est pas seulement un pays, je crois, qui s'est manifesté, ça beaucoup de gens l'ont dit, hein, un pays avec sa multiplicité, mais c'est aussi une nation. C'est quand même important dans une nation où on n'entend pas l'hymne national la main sur le cœur, où on n'a pas de drapeau national dans les écoles, où tous les petits-enfants ont chanté la Marseillaise avec la rime tête de cochon, parce que c'est plus drôle de le chanter comme ça, où une grande partie d'intellectuels disent changeons l'hymne national parce que c'est pas intéressant, où on laissait le drapeau bleu, blanc, rouge soit au parti d'extrême droite, soit à des anciens combattants. Et tout d'un coup, c'est arrivé, et c'est même arrivé avec une fierté nationale si grande que j'ai même vu, parce qu'on est extraordinaire, au concert de Johnny Hallyday, au Stade de France, des gens venus applaudir, des jeunes, et des jeunes de banlieue visiblement, venus applaudir Johnny Hallyday en brandissant des drapeaux bleu, blanc, rouge. Il y a quelque chose qui s'est passé. Une espèce de fierté nationale en disant, ben oui, non seulement, ben oui, on est différents et ensemble, mais aussi, ben oui, on est français. Ben oui, ben pourquoi pas. C'était assez nouveau quand même. Et le troisième changement culturel en revanche, je crois qu'il a mal été souligné, et il me paraît pourtant extrêmement important, qui me permet de passer à la suite. Mais il faut quand même, je crois, y insister. Savoir que le football, comme beaucoup d'autres sports, mais peut-être celui-ci parce qu'il est très universel, est le reflet d'une certaine vision culturelle du monde. On pourrait comparer, on pourrait résumer presque en allant très vite l'Argentine par Maradona, avec une aventure extraordinaire, complexe, un type drogué au sommet, en bas, génial, etc. Et la France par Platini, montant, arrivant, dirigeant, de loin, pensant, qu'un côté un peu intellectuel. On a le gamin des rues, l'enfant, le gamin, le môme d'or, le pibot d'or, et de l'autre côté, on a une espèce d'intellectuel pédestre, si on peut dire, puisqu'il joue avec les pieds. Et de ce point de vue, en France, il y a quelque chose d'étonnant. Il faut savoir, disons-le avec une formule, il y a une très jolie formule qui dit le football est un sport qui se joue à 11 contre 11 et qui finit par une victoire de l'Allemagne. C'est une très jolie formule, et c'est vrai que c'est presque une fierté nationale. On a été meilleurs que les Allemands en 82, et on s'est fait battre. Mais ils étaient les salauds. Mais on était quand même les meilleurs. Nous sommes tombés avec bravoure et beauté comme Bayard. C'est un vieux fond quand même, hein, ça vient de loin. Et bien, en 86, on a recommencé. On était les meilleurs, et ils nous ont battus. Mais ils jouent mal. Ils jouent lourdement. Mais nous sommes plus brillants. Nous sommes Jeanne d'Arc, on finit brûlés. Mais bien. Et un petit peu cette logique-là. Et Saint-Étienne à Glasgow, qui a marqué aussi les esprits. J'ai vu cet été, au moment de la Coupe du Monde, des Écossais. J'ai bu avec eux. Et au bout de quelques bières, on échange des confidences. Les Écossais
besoin d'assez peu de bière pour en échanger beaucoup. Et comme j'étais stéphanois, très vite, la première chose qu'ils m'ont dit, ils m'ont parlé des poteaux carrés de Glasgow, où Saint-Étienne, en finale de la Coupe d'Europe, avait été battu par les Allemands du Bayern de Munich, et ils m'avaient parlé d'injustice, mais de brio de l'équipe stéphanoise. C'est ça, c'est vraiment un trait culturel français. Et voilà qu'il y a une équipe qui gagne sans héros, sans panache, sans briller, de façon laborieuse, vraiment, et qui est aimée. Je me demande si on n'a pas ici l'indice d'une évolution culturelle très profonde de ce pays. Ce qui compte, c'est peut-être moins d'avoir le plus beau, le plus bel avion, le plus rapide, le Concorde invendable, mais c'est peut-être d'avoir des avions qui se vendent. Ce qui compte, c'est peut-être pas d'avoir l'équipe la plus brillante du monde, c'est peut-être d'avoir une équipe qui gagne. Tout se passe comme si, au fond, il y avait les petits-enfants de Mitterrand et d'un glissement politique, économique, social, de vieux rêves, à une espèce de réalisme économique, politique et social en disant, eh bien, il faut se battre avec nos moyens et gagner avec ça. Donc ça, c'est à voir si ça continue. Mais on a dit, je crois qu'il y a une hypothèse intéressante à regarder dans ce sens-là. Donc, on a des explications qui sont sociologiques, en quelque sorte. Très bien. Mais est-ce que ces explications-là, qui ont été données souvent, suffisent pour donner raison de la passion qui s'est emparée de tout un pays? En partie, oui. Mais en partie, non. Et il y a des publicitaires qui ont fait des études, parce qu'évidemment, l'argent derrière, donc ça les intéresse, et notamment sur le basculement du public féminin. Et leurs enquêtes ont conclu que ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que les femmes ont suivi ces épreuves essentiellement pour des raisons émotives. Or, ce qu'on vient de dire ici, une France pluriculturelle, une nation qui se retrouve, et peut-être un basculement culturel vers le réalisme, ça ne suffit pas à expliquer l'émotion. Et je me demande si ici, comme dans d'autres domaines, la sociologie et les sciences humaines ne touchent pas une de leurs limites. Toute explication a ses limites, là, c'est une de ses limites. Et si, pour aller plus loin, il ne faut pas essayer de trouver des explications qui sont presque de nature romanesque, ou de nature du côté à chercher du côté de la fiction. Et au fond, peut-être que beaucoup de choses s'expliquent si on essaye de regarder la Coupe du Monde, comme on peut regarder d'autres choses. On pourrait prendre un match comme ça, mais on va prendre la Coupe du Monde comme un feuilleton. Et un feuilleton, un vrai et beau feuilleton du 19e siècle, avec du suspense, avec de l'émotion, et peut-être que le football se prête plus que d'autres sports à ce genre d'émotion et à ce genre de suspense, c'est vraiment palpitant. Non seulement parce que, comme tous les sports, on a de l'émotion. Dans tous les sports, on a de l'amour, de la haine, de l'éblouissement, de l'angoisse. Ça, c'est normal. Dans tous les sports, on trouve les grandes valeurs. L'ascension, la déchéance, le retournement de situation, le drame, le destin et tout. Mais en plus, dans le football, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Il y a au moins 3 éléments, dont un est absolument extraordinaire. Les 3 éléments, c'est que on a des règles simples. Certes, les règles, si on rentre dans le détail, sont complexes. Mais pour l'essentiel, c'est simple. C'est tellement simple que c'est devenu universel. Et qu'à part les États-Unis, le Canada, un peu l'Australie, tous les gamins du monde jouent au foot. Ils y jouent à 2 contre 2, à 1 contre un mur, à 22 contre 24, avec des balles de tennis, avec des boîtes, mais ça se joue à partir de règles simples. Donc ça, on comprend très vite l'essentiel d'un match. En plus, c'est un drame classique, Julian Barnes a fait un article dans Time Magazine en disant des matchs comme Angleterre-Argentine, si ça a été aussi palpitant, c'est que ça s'est passé en France parce qu'on avait derrière Corneille, Racine. Il faut penser qu'un match de foot, c'est une unité de temps, de lieu et d'action. On est en plein théâtre. C'est le drame parfait. On dira d'autres sports aussi, mais le football a ce dernier élément qui est passionnant, c'est que c'est le seul sport où la maladresse est droit de cité. C'est le seul sport où on puisse marquer contre son camp. Et probablement parce qu'on joue avec le pied
et que le pied est je ne sais combien de fois moins innervé que la main. Le pied est par nature maladroit. Alors, je sais bien que les footballeurs réussissent des choses extraordinaires avec le pied, mais on ne peut jamais savoir exactement, beaucoup moins précis. Donc il y a une partie de chance énorme dans le football, c'est-à-dire de destin. On peut être le meilleur et tout d'un coup basculer. On peut être le plus mauvais et tout d'un coup gagner. Et c'est peut-être ces éléments-là qui expliquent qu'au fond, on a eu un truc très étonnant. Si on prend le parcours de l'équipe de France, il faut essayer d'imaginer un personnage, pas une équipe, mais un personnage. Il arrive sur la scène et il dit « Je vais disputer un drame et je ne suis pas le meilleur pour ça. Je ne suis pas le Cid, je ne suis pas Rodrigue. Simplement, je vais le disputer parce que c'est moi qui organise les choses. » Voilà. Donc, la France a été qualifiée d'office. Elle n'a pas gagné son droit à jouer sur le terrain, ce qui commençait assez mal. Donc cette équipe de France prépare ce personnage qui doit gagner, il prépare ça avec des petits duels, qui jouent maladroitement, en ne gagnant pas son brio avec un entraîneur qui est triste comme la nuit, épouvantable. Je dis mais c'est pas possible. Et peu de monde y croit, et voilà, premier acte. Cette équipe de France rencontre dans l'éliminatoire 3 équipes pas très brillantes et on s'attend à voir une équipe de France lourde, pataude, maladroite et comme ça repliée sur elle-même et elle explose, elle est généreuse, brillante, elle gagne 3-0, 4-0, 2-1. Donc je dis mais non mais on va l'aimer, c'est pas vrai, mais ça y est, mais c'était pas Rodrigue et ça devient Rodrigue, mais je vais être chimène, sauf que, c'est terrible, le meilleur joueur de cette équipe est expulsé. On veut l'aimer, elle va gagner et elle perd son atout principal. Donc, mais Dieu merci, elle va rencontrer par les hasards des éliminatoires une équipe petite, un confetti sur la carte du monde, mais rien du tout, une équipe qui a un bon joueur, le gardien. Mais elle va battre facilement le Paraguay. On regarde ça, vous savez, tranquille, voilà notre héros non, notre héros, non, mais il va perdre. Et tous les joueurs de l'équipe de France, le match nul, un temps élémentaire, avaient tous la peur au ventre au moment des prolongations. Ils ont tous dit après, on savait que si on allait au pénalty, on perdait ce match. Ils avaient tous peur de ce gardien en face d'eux. Ils n'arrivaient pas à marquer. Ils marquent. Coup de chance, énergie, volonté. Bon. C'est un accident. Ça y est, maintenant, ils ont brillé au premier tour, puis un accident. I've seen this before. Kids, come see me and the babies! What are you waiting for? The University of Phoenix, Northern California, screening qualified instructors at the East Bay Job Fair. Ils jouent plutôt bien, sauf qu'ils ne marquent toujours pas. Les Italiens ne marquent pas, et dans les prolongations, il y a une image fabuleuse, il y a l'occasion, l'image la plus belle par Baggio, qui va marquer, la balle est dans le but, et elle passe juste au-dessus. Les Italiens sont déçus, ils vont au pénalty, drame, destin, ils avaient déjà été éliminés à la Coupe du Monde précédente au pénalty. On n'arrive pas 2 fois de suite. En plus, les Français ne sont pas solides, c'est-à-dire qu'ils font jouer des gamins de 20 ans dont les nerfs vont craquer. Qui tient un pénalty qui marque, qui gagne. Donc là, c'est l'explosion de joie d'autant plus grande que tout le monde a eu peur. Et on se dit, ben après, en plus, ils ont évité l'Allemagne, ils vont rencontrer en demi-finale la Croatie, pays qui est très grand, pays sympathique. D'abord, ils viennent d'éliminer l'Allemagne. Donc, ils sont sympathiques. Des vieux fonds comme ça. En plus, c'est un pays qui joue plutôt bien au ballon et dont l'entraîneur est francophile, mais qui a même un képi de gendarme. Donc il y a toutes les petites images comme ça. Et on se dit, l'équipe de France va réussir à aller en finale. Enfin, ils rencontrent cette équipe sympathique, donc ça va être une fête, sauf que c'est des salauds, c'est des tricheurs, des truqueurs qui tirent le maillot, qui simulent, qui font expulser un joueur, un vieux joueur, un de ceux sur lesquels on compte, ça y est, on va perdre, c'est pas possible, en plus il marque. La première fois que l'équipe de France est venue au score, c'est contre ça en demi-finale, c'est pas possible ça. Et là, il se passe des choses qui sont quand même fabuleuses.
c'est qu'une minute après avoir encaissé ce but, il marque un but par Thuram qui n'avait jamais marqué un but de sa vie. Et honnêtement, il a raté son tir. Il a raté son tir. Il a tapé comme ça de rage, mais la balle n'est pas partie exactement où il voulait. Il après, il voulait l'envoyer là, il l'a envoyé là. C'est rentré. Donc. Extraordinaire. Et le pire, c'est qu'il remet ça 20 minutes après. Donc on passe de chance en chance. Il n'y a que Jacquet qui pensait que ce n'était pas de la chance. Et comme ça, avec ces éléments extraordinaires, on a un vrai feuilleton et on arrive en finale. Sur leur feuille, ils ne peuvent pas gagner, d'autant plus qu'en face, il y a la plus grande équipe du monde, le plus grand joueur du monde, Ronaldo, et une heure avant le match, Ronaldo ne joue pas. S'il va, on va gagner. Une demi-heure avant le match, il joue. C'est impossible. Il rentre sur le terrain, on va voir le Brésil briller. Le Brésil ne brille pas. Le Brésil joue mal. Et l'équipe de France gagne, Zidane, qui n'avait pas marqué un but, marque 2 buts, enfin, et ça y est, ils ont gagné 2-0, 3-0. Ils n'ont pas encore 3-0, une demi-heure avant la fin. De Sailly se fait expulser. Si on re-regarde ce match, maintenant, posément, connaissant le résultat, il n'y avait strictement aucun risque que le Brésil remonte. Quand on voit le match calmement, on sait que l'équipe de France dominait, c'est pas de problème, elle tenait le match. Je suis témoin de quelqu'un qui a passé la dernière demi-heure à se rapprocher centimètre par centimètre de l'écran parce que sur l'écran il y avait une pendule et qui se rapprochait. Tiens, plus que 25 minutes, allez, 23 minutes, elle est arrêtée à 20. Allez, 22 minutes. C'était extraordinaire. Elle a terminé le nez sur l'écran. Je ne sais pas si elle a bien dormi après, mais c'était réellement ça. Donc, on a eu cette passion, et c'est entre autres là-dessus que des femmes se sont greffées, d'autant plus que, comme dans les bons feuilletons, on a les tout petits détails qui vont avec. Une belle histoire, c'est bien, mais si on a juste la toute petite cerise, c'est le bruit que fait la béquille ou la jambe de bois de Long John Silver, comme ça, dans le brouillard, c'est une image qu'on retient. Là, c'est le baiser de Blanc sur la tête de Barthès, que Chirac va reprendre. C'est des tout petits gestes comme ça, c'est Trezeguet et Henry au moment des pénaltys contre l'Italie avec des gestes fantastiques. Des gamins de 20 ans sur un match aussi intense, et on voit Henry qui se cache derrière Trezeguet pour ne pas voir quand les Français étaient en pénalty, qui lève le col du maillot de son copain. C'est des images qui restent, des détails qui contribuent à mettre tout ça en plus la queue de cheval de petit, plus le crâne rasé d'un tel, plus tous ces éléments-là, et en plus, c'est souterrain, mais je crois que ça existe, on a là-dedans des histoires d'hommes, on a affaire à des destins. Des destins qui pour certains sont un peu secondaires, on touche vraiment à un grand roman. Quand c'est secondaire, c'est du petit roman, quand c'est beaucoup plus profond, il y a des choses mystérieuses. Ce qui est secondaire, c'est du Gary mal aimé qui marque un but quand même. Ce qu'il y a déjà de plus intéressant, c'est le destin de quelqu'un comme Thierry Henry, qui un an auparavant était considéré comme un des plus grands espoirs du monde et qui a chuté complètement, qui n'était même plus sélectionné dans son équipe. Parce qu'il avait tellement d'argent pour un âge si petit qu'il a craqué. Il a réussi à faire le travail, à revenir, il est redevenu un des meilleurs joueurs du monde, on a déjà ça. Et en plus dessous, il y a des trucs encore plus mystérieux. Par exemple, il faut savoir que Petit et De Sailly ont tous les deux perdu un frère. Et qu'ils en ont quelquefois parlé. Peu, parce que ce n'est pas des choses dont on parle beaucoup, mais il y a une espèce de drame et que tous les deux ont eu un passage à vide lié indirectement à ça. Il faut aussi savoir que Deschamps a eu une personne de sa famille qui est morte quand il avait 14 ans. On a des espèces d'histoires de mort qui passent dessous, qui sont souterraines, comme si sous une belle surface d'eau, on entend passer de longs poissons sombres et qu'on devine à peine et qui existent. On a donc eu tous ces éléments-là qui ont sans doute fait qu'il y a eu des possibilités d'émotions fantastiques. Alors si on a d'un côté les raisons qui sont des raisons sociologiques, de l'autre côté des raisons qui sont des raisons de l'ordre du feuilleton, de la fiction, il se peut qu'on puisse essayer de comprendre pourquoi ça a marché comme ça. Maintenant, reste à savoir où ça risque d'aller.
Du point de vue économique, à court terme, on a des résultats absolument extraordinaires. Les ventes de tout ce qui est lié au foot se sont multipliées. Paris Match a failli battre le record de vente numérique. Il y a simplement eu 2 morts qui l'ont battu. Mitterrand et Diana. Voilà. C'est donc à ce niveau de folie que c'est arrivé. Bon, les gens sont précipités sur tous les journaux. VSD a vu ses ventes multipliées par 2 ou par 3 en un mois. Imaginez les chiffres. La vente de ballons à Decathlon numéro 1 français a été multipliée par 5. Les produits dérivés chez GoSport numéro 2 français ont été multipliés par 9. Et le pire, c'est que ça continue. Il y avait vendredi dernier dans Le Monde un article sur les ventes de maillots qui sont en train de détrôner les ventes de tenues de basket dans les écoles. Les gamins arrivaient avec des maillots de basket en jouant l'américain, les Lakers et tout. Maintenant, ils jouent les Zidane. Et où ils jouent les Brésiliens, où ils jouent les Allemands, où ils jouent les Croates. Et ça continue d'une façon exceptionnelle. Les licences prises à la Fédération française ont augmenté de 30%, et dans les Bouches-du-Rhône, à la Fédération sportive et gymnique du travail, on a plus 200% d'inscrits. Donc, est-ce que ça va continuer ou pas? Il y a 2 questions à poser. Premièrement, une question économique, deuxièmement, une question du point de vue de la réception intellectuelle de la chose. Du point de vue économique, très rapidement, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une formule extraordinaire de quelqu'un qui a étudié l'économie du sport, qui dit, je retrouve la formule, voilà, le mondial 98, il s'agit de Jean-François Bourg, le mondial 98 est la dernière coupe du monde du pauvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de changer la donne. Et qu'au fond, cet énorme succès est peut-être le dernier succès du football. C'est peut-être aussi le passage à autre chose. Pourquoi? Il faut comprendre les éléments importants. Ce qui est intéressant dans le foot, honnêtement, disons-le très clairement, ça n'est pas le public. Dans les années 70, le public rapportait 80% du budget d'un club. Quand j'ai travaillé pendant quelques temps à l'ASSE, l'Association sportive de Saint-Étienne, dans la division commerciale, c'était la première fois qu'un club en France essayait de vendre autre chose que des places. Avec moi, ils n'ont pas réussi parce que je suis un très mauvais vendeur, mais c'est pas grave. Mais on essayait de vendre des panneaux publicitaires, des maillots avec le nom d'une firme. On essayait de vendre des choses. C'était le début. Maintenant, le public représente dans certains clubs moins de 15% du budget de club. Le reste vient d'une part des produits dérivés, les maillots, les écharpes, des trucs comme ça, et d'autre part, surtout, de la télévision, des droits de télévision, pour les produits dérivés. Si on veut que les gens les achètent, il faut qu'ils viennent au match, quand même un petit peu. Pour qu'ils viennent au match, il faut qu'il n'y ait plus de supporters. Il faut qu'on ait un spectacle familial. Donc il faut des femmes. Elles sécurisent, il va y avoir des enfants, des gens tranquilles, et en plus c'est les femmes qui achètent les cadeaux pour... Sauf, on s'explique, mais c'est les femmes qui achètent les cadeaux pour les enfants. Je vais t'acheter le maillot, je vais t'acheter des charpes, etc. Donc on est en train de voir tout un processus de véritable marketing se mettre en place dans les clubs de football. Les Anglais sont bien en avance sur les Français, mais ils mettent les bouchées du bout, Marseille s'y met, Paris s'y met, les autres aussi, pour faire du commerce réellement avec le foot. Et la limite, c'est qu'on risque d'aller à des stades sans spectateurs. Il n'y en a pas besoin. Économiquement, il n'y en a pas vraiment besoin. Ou alors on peut imaginer qu'il n'y ait pas de spectateurs payants. Berlusconi a déjà fait ça. Il a invité à des matchs le public. Des grands matchs. Il ne perd pas grand-chose, il gagne. D'une part, pour toutes ces raisons, on va donc avoir un show mis en scène. Ce ne sera pas les Pom-Pom Girls, mais ce sera autre chose, encore qu'il y en a au Paris Saint-Germain. Et puis, d'un côté, il y a les droits de télévision. Le TF1 a payé 100 millions pour la Coupe du Monde 98, mais espère 60 millions de francs de recettes pour la seule finale. Il faut rentrer dans leur ligne. Mais à partir de là, ce qu'il faut surtout très bien comprendre, c'est qu'on a un marché gigantesque à échelle mondiale avec un monopole absolu. Il y a un vendeur, la Fédération internationale de football. C'est le seul vendeur. Et il y a un offreur. Il y a une multiplicité
de demandeurs. Un offreur, une multiplicité de demandeurs. Les prix grimpent. Juste 2 chiffres. D'abord, 3 chiffres. Pour le public, pour l'infinité de la demande, on estime qu'il y a eu au total, en audience cumulée, 48 milliards de téléspectateurs pour la Coupe du Monde 98. Ça fait rêver. Donc, du point de vue des prix, en 98, le coût total des retransmissions de la télévision, ça a été de 1 milliard. En 2002, tous les droits vont être attribués à un seul groupe pour 6 milliards. Multiplié par 6, c'est 4 ans. Lequel groupe va revendre, bien entendu, ses droits aux télévisions privées. Normal. Et si c'est les télévisions privées, on estime que pour le coût d'entrée, le ticket d'entrée pour les chaînes de télévision françaises, donc je parle en francs, en 98 c'était 48 millions, en 2002 ça sera 500 millions, multiplié par 10 en 4 ans. Donc ça devient autre chose que du football. Et on voit des grands mouvements. On voit que Rupert Murdoch veut acheter Manchester. Voilà, j'achète. Et un club coté en bourse, mais Manchester possède une télévision. Marseille lance sa télévision. Pas pour simplement retransmettre les matchs de Marseille. On a un combat fantastique là-dessus. Donc il est possible qu'on passe à autre chose qu'au football tel qu'on l'a connu. Et pour le dire en un mot, on risque d'aller à une délocalisation du football. Plus rien à voir avec le vieux stade d'Arsenal, les vieux stades anglais, qui étaient stades de quartier, avec les joueurs du cru. Même les joueurs changent en Europe avec l'amendement Boscan. Ici, ça y est, je mangeais le mot. Mais ça me reviendra quand je ne le chercherai plus. Les joueurs peuvent maintenant être échangés à l'intérieur des frontières européennes comme un produit. Donc il n'y a plus de joueurs locaux. Il n'y a plus obligatoirement de stade local, il n'y a plus de public local non plus obligatoire. Donc tout ça est en train de changer économiquement. Maintenant, dernier point, du point de vue des intellectuels. Est-ce qu'ils auront été convertis par le football? Est-ce que vraiment il y a eu un grand changement de ce point de vue? Honnêtement, je ne crois pas. Je crois que pour le moment, on assiste au silence des intellectuels sur le football, parce que quand il y a une vague énorme, on ne peut rien faire contre, mais que les raisons profondes d'hostilité du groupe intellectuel, du groupe social intellectuel au football, puis je reviens donc au bon plan, je reviens à la fin, je crois que l'attitude de mon vieux prof qui m'avait dit non, ne vous occupez pas du football, ça s'explique sociologiquement par des raisons tellement fortes que ça ne peut pas ne pas revenir. Quand je parle d'intellectuels, je ne parle pas des individus. On a toujours des intellectuels, notamment des écrivains par exemple, qui s'intéressent au football. Julian Barnes, Fournel a fait des textes bien sur le football, et puis on en a tout un tas, évidemment, on va citer Camus, mais on va aussi parler de Monterland, Jacques Derrette, Giraudoux, de Perros aussi, de Lerme, on en parlait l'année dernière, qui écrit sur le football, etc., etc. Mais comme groupe social, il y a un point qui est important, c'est que là, Bourdieu a fait des analyses, je reviens à la sociologie, a fait des analyses qui sont intéressantes, pour montrer l'importance de la distinction, c'est-à-dire de la nécessité qu'a tout groupe de se montrer en se distinguant de ceux qu'on estime être plus bas, donc en dévalorisant les autres. Le jugement de goût étant d'abord un jugement de dégoût. Je suis bien parce que je ne suis pas un paysan. Je suis bien parce que je ne suis pas populaire. Qu'est-ce qui est populaire? Le football. Donc en université, on ne peut pas s'intéresser au football. Nous nous intéressons à des choses intéressantes, importantes. Le football, le sport. Certes, quelques universitaires dans certains coins vont s'occuper de ça. Ou alors des universitaires très solides, des intellectuels qui n'ont pas de crainte de n'être pas pris pour des intellectuels. En revanche, au niveau moyen intellectuel, il faut obligatoirement, pour pouvoir se situer comme tel et être vu comme tel, se distinguer en dévalorisant les autres. Donc au niveau d'une majorité d'intellectuels moyens, disons, il y a cette hostilité-là qui prend la figure comme repoussoir du beauf buvant de la bière devant son téléviseur en regardant un match de foot.
ce qui est intégralement faux. Et les sociologues qui ont regardé, on imagine qu'à 82%, les Français disent, les gens qui regardent la télévision boivent de la bière. Dans la réalité, ceux qui boivent de la bière sont 17% des téléspectateurs. Ceux qui ne boivent rien, ça fait 38% des téléspectateurs. Donc on a une espèce de combat d'image. Et il se trouve que devant une vague aussi énorme, les intellectuels français n'ont sans doute pu rien dire. Et je me permets d'émettre l'hypothèse, intellectuels qu'on voit apparaître dans les journaux, c'est des journalistes, des faiseurs de cours. Je pense qu'on peut peut-être faire l'hypothèse qu'ils se sont en quelque sorte vengés sur le Tour de France. Que tout d'un coup, on a vu ceux qui ne disaient rien contre le sport, parce qu'ils ne pouvaient plus rien dire au moment du foot, tout d'un coup reprendre du poil de la bête, faire des éditoriaux dans des journaux sérieux à propos d'une affaire de vélo. Et tout d'un coup, en redevenant des moralistes, en disant mais c'est pas ça, c'est pas humain, c'est pas bien. Comme si tout d'un coup, on les voyait reparaître pour dire arrêtez. Donc, voilà, ça, j'en suis pas sûr, mais comme une toute hypothèse, il s'agit de la soulever. Donc, si cette hypothèse est juste, normalement, le mépris pour le football reviendra, mais il reviendra sans doute moins en disant c'est un sport pour les imbéciles, qu'en le dévalorisant en disant c'est un sport qui ne s'occupe que de pognon. Ça a déjà commencé. Voilà. Je vais aller chercher des livres qui sont dans mon bureau. Hein, Oui, je vous en prie, j'ai donc je vous livre je vous Oui, moi, j'ai quelque chose à vous dire, c'est que vous n'avez pas parlé d'une chose moi, qui m'a frappé, moi qui du football, et alors j'ai été en admiration, en émotion, devant le côté esthétique de ces corps qui sautent et qu'il n'était possible de voir qu'avec les gros plans de la télévision. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, je crois, dans la présentation du football par rapport au dimanche. Et j'ai trouvé ça tellement beau que c'est ça qui m'a séduit. Et je me dis que bon, il y en a peut-être d'autres comme moi, qui peuvent être non seulement comme femme, mais aussi comme femme. Ça, vous n'avez pas parlé de cet aspect-là. Oui, je n'en ai pas parlé, vous avez tout à fait raison. Mais il me semble que ce n'est pas si nouveau que ça. J'ai le souvenir d'un article de Sport et Vie, qui est un journal depuis longtemps disparu, dans les années 50. Ça devait être en 54 ou